à qui j'avais demandé de présider, d'introduire cette séance. Elle n'est pas là, donc elle ne peut le faire. Et donc, d'une certaine façon, je la représente. Je voudrais présenter Madame Katinka Evers, qui est bien connue en France. Elle est professeure de philosophie à l'université d'Uppsala. Elle est philosophe, donc spécialiste de philosophie théorique, de philosophie de l'esprit, de philosophie de la science. Et elle appartient au Centre d'éthique de la recherche et de bioéthique de l'université d'Uppsala. Elle a été professeure invitée au Collège de France en 2006-2007 dans la chaire de Jean-Pierre Changeux. Et à cette époque, elle a développé des cours de neuroéthique qui forment la base de l'ouvrage publié très récemment, Neuroéthique, quand la matière s'éveille, dans la collection du Collège de France chez Odile Jacob. C'est un ouvrage d'un très puissant intérêt et je dois dire que sa lecture m'a énormément intéressé et stimulé. Alors, Katinka Evers a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Changeux. Elle a eu et elle a toujours des hautes responsabilités européennes et internationales dans la recherche. Et je me permettrai de dire qu'elle travaille sur, je dirais, sur les fronts les plus avancés de la pensée, de la recherche, des idées. Et elle a accepté de donner 2 conférences aujourd'hui et lundi prochain sur des sujets qui sont différents. Je veux dire que le sujet de la conférence d'aujourd'hui n'est pas le même que le sujet de la conférence de lundi prochain. Et donc je vous invite autant que possible à assister aux 2. Voilà. C'est un honneur pour nous d'accueillir Katinka Evers, qui a été professeur invité au Collège de France, mais qui connaît également assez bien l'école normale supérieure. Et donc, je suis heureux de lui passer la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et je voudrais tout d'abord remercier le professeur Debrue pour m'avoir invité à donner ces 2 conférences. J'ai donné quelques conférences ici à l'École normale supérieure il y a 8 ans et ça me fait très plaisir d'être de retour. Et même si on m'a convaincu de donner les 2 conférences en français, ce qui n'est pas ma première ni ma deuxième langue, mais je vais faire pour le mieux. Et j'espère que mon accent ne sera pas trop difficile à comprendre. D'accord, merci. Dans ce séminaire aujourd'hui, je pensais décrire l'avènement de la neuroéthique dans des perspectives historiques et philosophiques. Et pour le prochain séminaire, je voudrais aborder des problèmes plus détaillés quant à la pertinence des neurosciences pour mieux comprendre, voire même influencer la nature humaine, l'identité humaine et les structures sociales que nous développons. Traditionnellement, la science et l'éthique ne font pas bon ménage. Leurs relations ont été mouvementées au cours de leur histoire. En raison du fait qu'ils traitaient essentiellement des intérêts subjectifs humains, le débat éthique a longtemps été banni des milieux scientifiques en conformité avec ces normes de désintéressement et d'objectivité qui requéraient que tous les résultats scientifiques devraient être présentés et discutés comme s'ils avaient été produits par des androïdes ou par des anges. Ce principe de non-éthique était la partie intégrante d'une forme culturelle complexe dont la modification a exigé beaucoup de temps et d'efforts. Néanmoins, au cours du XXe siècle, la culture de la science a changé. L'intérêt pour l'éthique de la science et les problèmes éthiques qui naissent de ces applications ont augmenté de manière significative. Ayant ainsi gagné leur place au sein de la communauté scientifique, les éthiciens et les philosophes se voient aujourd'hui confrontés à une situation inversée, une situation qui est bien intéressante, lorsque les sciences naturelles, en particulier les neurosciences, pénètrent sur leur domaine,
en prétendant apporter un éclairage scientifique sur le phénomène de la pensée morale. Si l'on prend le terme éthique au sens de l'analyse des concepts impliqués dans le raisonnement moral pratique, ces analyses ne concernent pas exclusivement des questions appliquées. Des questions fondamentales sont également au programme. Par exemple, que cela signifie-t-il pour un animal d'agir en tant qu'agent moral? Pourquoi l'évolution des fonctions cognitives supérieures a-t-elle produit des êtres moraux plutôt qu'amoraux? Et comme le demande le neuroscientifique Jean-Pierre Changeux, d'où vient la prédisposition naturelle, principalement neurale, des êtres humains à produire des jugements moraux? Cette entrée audacieuse est reçue avec des degrés d'enthousiasme variés. Certains espèrent trouver des solutions finales à des vieilles questions philosophiques et sont très enthousiastes. D'autres réagissent avec un rejet pur et simple. On m'a par exemple raconté que lors d'un séminaire ici à Paris qui parlait des neurosciences et de la philosophie de l'esprit, un philosophe bien établi s'est levé pour dire qu'il n'y a rien que le neuroscientifique puisse dire qui aurait la moindre pertinence pour la philosophie. Et cela incluait la philosophie de l'esprit. On pense souvent que le domaine de la morale et du jugement moral est le dernier domaine, peut-être, qui résiste obstinément à la compréhension scientifique. Et les avis divergent quant à savoir si cela c'est une cause pour se réjouir ou pour déplorer. Les neurosciences sont une science jeune qui a connu une évolution considérable au cours des dernières décennies. Le neuroscientifique Gerald Edelman a affirmé en 1992 que ce qui s'est passé actuellement en neurosciences pouvait être considéré comme un prélude à la révolution scientifique la plus grande qui puisse être, une révolution avec des conséquences sociales importantes et inévitables. L'un des objectifs ultimes de cette révolution scientifique est d'obtenir enfin une meilleure compréhension de la nature et du fonctionnement de l'esprit humain, y compris le développement de son caractère moral. On a développé de nombreux modèles de l'esprit et du cerveau. Certains décrivent toujours aujourd'hui, mais c'est plutôt un modèle classique, le cerveau comme un mécanisme automatique rigide dont les opérations sont entièrement déterminées. D'autres proposent des modèles très différents qui décrivent le cerveau comme dynamique et variable, actif de manière spontanée, consciente ou non, et sous ligne et met en relief l'importance de l'impact social sur l'architecture du cerveau, notamment par l'intermédiaire du poids énorme des empreintes culturelles qui y sont emmagasinées de manière épigénétique. Le premier modèle a récemment été défendu par le philosophe américain Daniel Dennett à l'université de Uppsala. Mais parmi les neuroscientifiques français, c'est surtout le deuxième type de modèle qui est défendu. Au cours de ces discussions, il est important de garder à l'esprit notre immense ignorance des processus neurobiologiques évoqués, ainsi que les difficultés énormes rencontrées lors de la réalisation de synthèses conceptuelles, quand nous sommes obligés de faire usage d'approches multidisciplinaires. Et aussi quand nous sommes obligés de passer d'un niveau d'explication à un autre, tel que le niveau moléculaire et le niveau cognitif. Et enfin, les limitations drastiques de notre appareil cognitif, c'est-à-dire notre cerveau, quand il s'agit de décrire la réalité, en particulier la réalité de notre cerveau. Chacune de ces difficultés appelle à une extrême modestie.
La modestie n'est pas moins requise lorsque la neuroscience moderne fait des efforts de plus en plus grands pour révéler les bases neurobiologiques du comportement humain et de l'identité humaine. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension des détails des systèmes régulateurs dans le cerveau et de la manière dont les émotions et les idées, et les sentiments, les pensées et les préférences proviennent de notre neurobiologie, il y a eu une évolution importante et rapide de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. On observe une augmentation significative du nombre des études neuroscientifiques sur la conscience, sur le comportement et les émotions complexes. Et ces études commencent à révéler la base neurale des fonctions cognitives et affectives. Elles incluent des études sur la volonté, le contrôle de soi, l'autosurveillance, sur le jugement moral, la prise de décision, les attitudes, comme les attitudes raciales, la peur, la violence, l'amour, le mensonge, la duperie, pratiquement toutes les attitudes que nous pouvons avoir. Mais je pense qu'il faut rester très très modeste quand il s'agit d'interpréter ces résultats, car il est très difficile de savoir ce que c'est exactement qu'on mesure. On peut voir qu'il y a, par exemple, une réaction qui serait liée à la peur, mais peur de quoi et quel type de peur? Là, il faut rester extrêmement modeste quand on interprète les résultats. Néanmoins, sans nier que les résultats doivent être très modestement interprétés, selon certains, la capacité grandissante de l'espèce humaine à comprendre et même à élaborer son propre cerveau influencera l'histoire avec autant de force que le développement de la métallurgie à l'âge de fer, la mécanisation pendant la révolution industrielle ou la génétique dans la seconde moitié du XXe siècle. Ces avancées neuroscientifiques et les défis qu'elles rencontrent ont inspiré de nouvelles disciplines universitaires. L'une d'elles est la neuroéthique. La neuroéthique traite de notre conscience et du sens de soi-même, ainsi que des valeurs que ce moi développe. Elle est une interface entre les sciences empiriques du cerveau, la philosophie de l'esprit, la philosophie morale. Et elle est l'étude des questions qui surviennent lorsque l'on étend les découvertes scientifiques sur le cerveau à des analyses philosophiques ou à la pratique médicale, aux interprétations légales, aux politiques sociales et de santé. Et elle peut notamment être considérée, en vertu de son caractère interdisciplinaire, comme étant une sous-discipline soit des neurosciences ou de la philosophie ou de la bioéthique, dépendant de quelle perspective que l'on souhaite privilégier. Maintenant, de telles questions ne sont pas nouvelles. Elles ont déjà été posées pendant les Lumières françaises, en particulier par Diderot, qui a affirmé dans ses éléments de physiologie, je cite, « C'est qu'il est bien difficile de faire de la bonne métaphysique et de la bonne morale sans être anatomiste, naturaliste, physiologiste et médecin. » De plus, les problèmes éthiques qui naissent des progrès réalisés dans les neurosciences ont été examinés depuis longtemps par les comités d'éthique dans différentes parties du monde. On peut voir, par exemple, les opinions du Comité consultatif national d'éthique en France lors des années 80, même si ces opinions n'ont pas forcément été exprimées sous l'appellation neuroéthique. En tant que discipline universitaire qui est appelée neuroéthique, il s'agit toutefois d'une discipline très jeune. La première conférence consacrée à la neuroéthique s'est tenue en 2002 et c'est principalement dans la décennie qui précède que l'on trouve les premiers articles explicitement sur la neuroéthique. Et ces articles parlaient par exemple du neurologue en tant que neuroéthicien, par exemple face à des décisions en fin de vie, ou alors des perspectives philosophiques sur l'identité et le soi. Jusqu'ici,
Les chercheurs en neuroéthique se sont principalement concentrés sur l'éthique des neurosciences ou la neuroéthique appliquée, qui touche par exemple aux problèmes éthiques qui soulèvent les techniques de neuroimagerie, l'amélioration cognitive ou neuropharmacologie. Une autre approche scientifique, importante bien que moins répandue jusqu'à présent, et que l'on peut appeler neuroéthique fondamentale, consiste à interroger la manière dont la connaissance de l'architecture fonctionnelle du cerveau et de son évolution peut améliorer notre compréhension de l'identité personnelle, de la conscience et de l'intentionnalité, ce qui inclut également notre compréhension du développement du jugement moral. La neuroéthique fondamentale devrait fournir les fondements théoriques adéquats qui sont requis pour pouvoir aborder convenablement les problèmes d'application. La première question à laquelle doit répondre la neuroéthique fondamentale est la suivante. Comment la science naturelle peut-elle améliorer notre compréhension de la pensée morale? Comment est-elle pertinente? On peut considérer que cette question est contenue dans celle de savoir si la conscience humaine peut être comprise en termes biologiques, dans la mesure où la pensée morale est un sous-ensemble de la pensée en général. Ce n'est certainement pas une intégration nouvelle. Il s'agit au contraire d'une version du problème classique du rapport entre le corps et l'esprit, problème qui a été discuté depuis des millénaires et qui a été formulé de façon tout à fait moderne depuis les Lumières. Ce qui est relativement nouveau, c'est la réalisation de l'étendue dans laquelle les anciens problèmes philosophiques émergent dans les neurosciences à l'évolution rapide, tels que le problème de savoir si l'espèce humaine possède en tant que telle le libre arbitre, le problème de savoir ce que cela signifie que d'avoir une responsabilité personnelle, d'être en soi, quelles sont les relations entre les émotions et la connaissance, ou entre les émotions et la mémoire. Il se peut que les conséquences importantes et inévitables de la révolution neuroscientifique aillent jusqu'à inclure des modifications profondes dans des notions fondamentales, telles que celles d'identité humaine, de moi, d'identité individuelle, mais aussi, de manière importante, dans les modèles neuroscientifiques de la conscience et du cerveau humain. On s'éloigne aujourd'hui d'une modélisation du cerveau sous la forme d'un réseau artificiel, d'une machine à entrée et sortie, pour le représenter comme une matière dynamique et éveillée. Quelles sont donc les raisons de rejet de l'entrée dans des neurosciences sur les domaines de philosophie morale et philosophie de l'esprit? Quelles sont les raisons pourquoi on pourrait être sceptique à cet égard? Il y en a plusieurs. En raison de leur fort pouvoir explicatif, on pourrait considérer que les neurosciences, en tant que base théorique du raisonnement éthique, ne sont pas moins sujettes à controverse que la génétique, et peut-être qu'elles le sont encore plus. La science peut être idéologiquement détournée, et elle l'a souvent été de façon d'autant plus dangereuse que la science en question est plus puissante. L'exemple classique est l'éthique évolutionniste qui s'est développée au XIXe siècle, inspirée par la théorie darwinienne de l'évolution et de la sélection naturelle, et qui peut être décrite de manière sommaire comme la tentative de fonder l'éthique que des faits faussement présumés à propos de l'évolution, souvent rattachés à race. On connaît bien les effets désastreux de ces théories farfelues, qui étaient basées sur un détournement des théories scientifiques. Si, disons, les êtres humains apprenaient à modeler leur propre cerveau dans une mesure plus grande que nous ne le faisons déjà, nous pourrions faire bon usage de cette connaissance. Il y a certainement une marge d'amélioration. De notre côté, le rêve de l'être humain parfait a un passé sordide, et nous avons en conséquence de nombreuses raisons d'être préoccupés par ce genre de projet.
Et une conscience de l'histoire est de plus haute importance pour que la neuroéthique puisse évaluer de manière réaliste et responsable les applications suggérées. Mais il y a une autre source de scepticisme intéressante à l'encontre des explications neurobiologiques de la moralité, et c'est le destin difficile qu'a connu le concept d'esprit conscient lorsque la science a sécularisé ce domaine de recherche et lorsqu'elle a donné avec fermeté à l'esprit humain sa place dans la nature. On retourne maintenant au début du XXe siècle. Des écoles de pensée ont alors vu le jour qui ont effectivement privé l'esprit conscient d'un point de vue scientifique à la fois de son sens et de son contenu. Dans son ardeur à échapper au dualisme, la science du XXe siècle est devenue dans une large mesure psychophobe. Et il est important d'avoir ce fait à l'esprit lorsque nous discutons de la pertinence et de la valeur des explications neurobiologiques de la pensée morale et du jugement moral. Bien que cette psychophobie relève désormais du passé, il est vital de comprendre ces forces motrices afin de conduire le développement de la neuroéthique dans la bonne direction et de lui donner des fondements sains. Au début du XXe siècle, l'école du behaviorisme s'est développée en réaction contre les écoles de psychologie précédentes qui utilisaient des méthodes introspectives pour décrire et expliquer la conscience. Selon les behavioristes, l'introspection n'était pas une méthode scientifique adéquate. Cependant, cette tendance a rapidement pris la forme d'un rejet complet hors de l'enquête scientifique, non seulement des méthodes introspectives, mais aussi de la chose même que la psychologie était censée étudier, à savoir la conscience. Les behavioristes rejetaient toute référence à la conscience. Selon eux, cette notion n'était pas plus crédible du point de vue scientifique que la notion classique d'âme. Aucune des deux, et je cite John Brodess Watson, n'ayant jamais été observée dans un tube à essai. Quelques décennies plus tard, Skinner a développé des idées très similaires dans son ouvrage de référence « La science et le comportement humain », où il dit que l'esprit et les idées sont des fictions, je cite, inventées dans le seul but de fournir des explications fallacieuses. Tous les états mentaux étaient en effet rejetés souvent avec un ton de ridicule. Par exemple, ils étaient désignés de manière péjorative comme des fantômes de la machine, fantômes dans la machine. Ce qui eut pour résultat, ainsi que le résume Sir Cyril Burt dans un dicton classique, je cite, « La psychologie, qu'on pourrait être tenté de le dire un spectateur cynique, ayant tout d'abord vendu son âme et puis perdu l'esprit, semble maintenant avoir perdu toute conscience alors qu'elle fait face à une mort prématurée. » Arthur Koestler concluait que la psychologie semblait avoir sombré dans une version moderne de l'obscurantisme moyenâgeux. L'école behavioriste était éliminataviste en ce qui concerne la vie mentale subjective. Et c'est là un point qui est très important dans le changement historique. Elle était éliminataviste au sens où elle éliminait la conscience du discours et de l'enquête scientifique. Selon cette théorie, le terme conscience ne fait référence à rien qui ne puisse être expliqué sans faire usage à aucun terme mental. Et ce type de position est appelé réductionnisme éliminataviste. Par exemple, selon certains exposés, la conscience n'est rien d'autre qu'une activité neurale dans le cerveau, et il suffit d'attendre un peu plus longtemps pour que la neuroscience se développe afin de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la conscience de cet aspect-là. Le neuroscientifique Francis Crick a commencé l'un de ses livres de manière célèbre et très connue en annonçant « Vous n'êtes qu'un paquet de neurones ». Les articles en neuroéthique font toujours
aujourd'hui référence à cet énoncé comme l'hypothèse étonnante comme quoi l'esprit est le cerveau. Ceci est à mon sens une chose bien regrettable, car soit cette hypothèse n'est pas étonnante du tout, ou alors elle est absurde. La version nullement étonnante est la version ontologique, selon laquelle l'esprit n'existe pas indépendamment du cerveau. La conscience est un processus qui émerge de l'activité neuronale dans le cerveau ou qui est une fonction de cette dernière. Cette idée fait aujourd'hui partie de la connaissance scientifique commune et si elle a sans doute été source d'étonnement à une époque, elle ne l'est pas aujourd'hui. La partie absurde est le rien d'autre que, compris comme étant la conception épistémologique selon laquelle la connaissance objective de l'activité neuronale dans le cerveau peut nous dire tout ce qu'il y a à savoir à propos de la conscience sans faire appel à aucun compte-rendu subjectif qui serait basé sur l'autoréflexion. Le réductionnisme élémentiaviste a été critiqué notamment par le philosophe John Searle. Selon Searle, l'expérience de la conscience est une expérience interne, en première personne. Et il est logiquement absurde de nier en présence de cette expérience l'existence de la conscience. On a là véritablement une version de l'argument cartésien de cogito ergo sum. La conscience consiste de manière essentielle en des processus internes subjectifs et lorsque ceux-ci sont présents, on ne peut douter de son existence à moins de souffrir d'une pathologie intellectuelle. Ce débat a été maintenu pendant beaucoup d'années, surtout avec Daniel Dennett, et il a été parfois très, très infecté. Mais c'est quelque chose qui a été plutôt discuté par les philosophes et moins dans la neuroscience. Néanmoins, c'est une question qui a été évoquée. Grandement à ma surprise, parce que je pense que c'est là un non-issue, comme on pourrait dire. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que le réductionnisme élémentiaviste implique que l'on fasse une distinction entre l'apparence et la réalité, mais cette distinction n'est pas présente quand la réalité est en première personne. Une ontologie en première personne ne peut être réduite à une ontologie en troisième personne, ou vice-versa, sans que quelque chose soit laissé de côté. Et donc, la conscience n'est donc pas réductible, comme le sont de manière typique d'autres propriétés biologiques, car elle a une ontologie en première personne. Et le matérialisme, sous sa forme naïve, qui est ontologiquement réductionniste, est par conséquent intenable. La perspective qui m'intéresse davantage, c'est la perspective épistémologique sur cette question. La distinction entre les perspectives subjectives et objectives est une question de point de vue et de complétude. Pour nos cerveaux, les deux perspectives restent à l'intérieur du domaine des êtres finis. Elles sont essentiellement incomplètes. Mais alors que la perspective individuelle subjective fait référence à un seul individu, les perspectives objectives font référence à plusieurs. Et voilà la différence, c'est une différence en termes de complétude. Mais les deux perspectives ont une place légitime dans nos descriptions de la conscience, par essence incomplète. Seul un esprit ayant une perspective complète concevrait le monde à la manière de la substance infinie de Spinoza, subspecie aeternitatis. Mais ce n'est pas le cas quand on parle des cerveaux qui sont par nature incomplets. Donc, aucune description objective en troisième personne ne peut capturer la vision de la première personne dans sa perspective propre, car celle-ci doit être expérimentée en première main pour être connue.
et de vivre l'expérience d'un autre est une impossibilité. Ceci est une impossibilité logique et non seulement une impossibilité empirique. Même si nous essayons de construire des exemples, des expérimentations, des jeux de pensée, où on aurait accès aux pensées d'un autre, chose qui est tout à fait possible jusqu'à une certaine mesure, nous ne pourrions jamais entièrement partager l'expérience d'un autre, parce que chaque fois qu'un cerveau limité vit ce que vit un autre cerveau limité, il faut qu'il interprète. Et une fois que c'est interprété, ce n'est plus la même. Et on pourrait ajouter, avec référence à Leibniz, la loi de l'identité des indiscernibles, que si jamais on avait l'expérience totale d'un autre, on finirait par fusionner. Et on n'aurait plus deux sujets d'expérience, mais un seul, car l'infini dissout la subjectivité. Donc, pour revenir au matérialisme, le matérialisme a raison lorsqu'il dépeint la conscience comme un phénomène biologique incorporé dans le cerveau. Mais ce rejet du dualisme ne nous conduit cependant pas jusqu'à un réductionnisme éliminataviste. Et aujourd'hui, un grand nombre de neuroscientifiques sont matérialistes ou naturalistes, sans être éliminatavistes, en ce qui concerne la conscience. Que la conscience est susceptible d'être scientifiquement étudiée et qu'on ne peut l'écarter comme un simple paquet de neurones, même si elle est neuronale, c'est là aujourd'hui le point de départ de la science du cerveau et de la philosophie de l'esprit empiriquement fondée, et à mon avis de la neuroéthique. D'un point de vue ontologique, la conscience est une fonction biologique des activités neuronales du cerveau, et d'un point de vue épistémologique, une compréhension adéquate de l'expérience subjective des créatures neuronales doit prendre en compte à la fois l'information introspective et les données recueillies lors d'observations anatomiques et de mesures physiques. La neuroéthique fondamentale doit par conséquent reconnaître à la fois le caractère incorporé de la conscience et la perspective irréductiblement subjective. Gaston Bachelard se plaignait de ce que les philosophes des sciences identifiaient le matérialisme avec une conception grossière de la matière, dépourvue de toute base expérimentale. Et de ce qu'ils aient mis sur pied un homme de paille, une sorte de matérialisme sans matière. Et je me demande s'il est possible que ce matérialisme sans matière a également été source d'inspiration pour développer une science de l'esprit sans esprit. Au milieu du XXe siècle, les sciences cognitives sont entrées en scène et il semblerait à première vue qu'elles soient venues porter secours à l'esprit. Le behaviorisme a été détrôné et l'esprit ramené au premier plan, toutefois pas dans sa totalité. On laissait toujours de côté les émotions et le cerveau. Les sciences cognitives à l'époque ont développé la théorie du fonctionnalisme, selon laquelle l'esprit pourrait être comparé à une machine. On pensait que les fonctions intelligentes, accomplies par différentes machines, organiques ou non organiques, reflétaient des processus sous-jacents identiques. Selon les fonctionnalistes, les gens se conduisent d'après une connaissance faite de représentations, de symboles, de mental symbolique, de représentations mentales symboliques. Et la cognition consiste dans la manipulation de ces symboles. Les fonctionnalistes ont montré peu d'intérêt pour les neurosciences, pour la raison évidente qu'ils pensaient que la computation, la cognition était indépendante de la structure matérielle qui les produisent. Et pour le dire simplement, on voyait l'esprit comme un programme d'ordinateur dans le cerveau qui était pour sa part comparé au disque dur de l'ordinateur. Je parle maintenant des sciences cognitives, surtout des années 50-60. Il y a eu une grande évolution depuis, bien sûr.
Mais ceci a été fermement critiqué par Gerald Edelman, qui affirme que l'entreprise cognitiviste repose sur un ensemble de présuppositions non examinées. L'une de ses faiblesses les plus étonnantes est qu'elle ne fait référence que de façon marginale aux fondements biologiques qui sous-tendent les mécanismes qu'elle prétend expliquer. Cela a pour conséquence une déviation scientifique tout aussi grande que celle du behaviorisme qu'elle a tenté de supplanter. Fin de citation. On a souvent décrit les sciences cognitives comme la nouvelle science de l'esprit. Mais Joseph Ledoux montre que ce n'est pas rendre service aux sciences de l'esprit, car les sciences cognitives ne sont véritablement la science que d'une partie de l'esprit, une partie qui a à faire avec la pensée logique et le raisonnement purement logique. Elle laissait les émotions en dehors, mais des esprits sans émotion ne sont pas de véritables esprits. Ce sont des âmes prises dans la glace, des créatures froides, sans vie, privées de tout désir, de toute peur, de tout plaisir. Certaines parties des sciences cognitives ont bien étudié les émotions, mais ce faisant, elles les réduisaient ou elles les transformaient en cognition, en comprenant les émotions comme si elles n'étaient rien d'autre que des pensées à propos des situations dans lesquelles nous nous trouvons engagés. Pour le dire autrement, les émotions étaient réduites à des cognitions. Tout en admettant que les émotions puissent effectivement être des interprétations cognitives de situations données, et c'est là une idée qui a précédemment été exprimée par Aristote, Descartes, Spinoza, Ledoux objecte que l'on est bien loin d'une réduction des émotions en cognition pour autant. Et je cite, « En échangeant la passion d'une émotion pour des pensées à son sujet, les théories cognitives ont transformé les émotions en des états d'esprit froids et sans vie. Manquant de bruit et de fureur, les émotions en tant que cognition ne signifient rien. » En neurosciences, les émotions jouent un rôle fondamental. Selon Jean-Pierre Changeux, l'acquisition de connaissances se fait au moyen de jeux cognitifs, lors desquels les pré-représentations sont sélectionnées en tant que représentations par des signaux de récompense, c'est-à-dire des réactions émotionnelles, qui rendent l'organisme sensible à ces signaux de récompense, et dans lesquels les modèles qui sont confirmés à la fois par les données extérieures et par les processus d'évaluation interne au sein de l'espace de travail neuronal sont stabilisés en tant que traits permanents, c'est-à-dire en tant que représentation de l'appareil cognitif en devenir, dans la mesure où elle introduit un délai entre l'élaboration de plans d'action tacite et l'interaction effective de l'organisme avec le monde. L'anticipation de récompense est un composant supplémentaire de l'apprentissage cognitif et un élément constitutif de la base neurale de la moralité. Par opposition à cela, un système non émotionnel est purement passif et incapable d'auto-organisation ou d'évaluation. Il ne peut avoir aucune sensibilité à l'égard des signaux de récompense et, par conséquent, selon cette conception, il serait incapable de s'apprendre quelque chose, il serait incapable de s'en souvenir. Le lien évolutionnaire entre la conscience et l'émotivité du cerveau est d'une grande importance pour la neuroéthique. Sans les émotions, il n'y aurait pas de moralité, et nos différentes formes de moralité sont des systèmes de valeurs développés qui nous permettent de fonctionner dans nos environnements physiques, culturels, sociaux. Et d'un point de vue éthique, il est important de savoir que les processus neuronaux d'évaluation et l'émotivité qu'ils impliquent sont des caractéristiques fondamentales de nos cerveaux. Il sera important que la neuroéthique obtienne une meilleure compréhension selon laquelle
ou des mécanismes qui sous-tendent les émotions. La conception exposée par Changeux selon laquelle le cerveau est un système neural motivé, actif de manière autonome et génétiquement pourvu d'une prédisposition à explorer le monde et à classifier ce qu'il y trouve, rend bien compte de la nature exploratrice et émotive du cerveau. Il en va de même avec le modèle du cerveau évaluatif développé par Edelman et plus tard par Tononi, et le modèle du cerveau émotionnel développé par Joseph Ledoux. À mon sens, l'activité intense et spontanée du cerveau, qui produit constamment des représentations qu'il projette ensuite sur le monde lorsqu'il teste son environnement physique, social et culturel, indépendamment de ces environnements ou alors en action ou interaction avec eux, cette activité représente également le cerveau conscient comme étant un organe narratif, mu par un processus continu de narration et déroulant sa propre histoire neuronale. Le cerveau du fœtus commence l'histoire à un certain moment dans l'utérus de la mère, et cette histoire évoluera ensuite en temps voulu pour devenir l'histoire neuronale de sa vie tout entière. La situation scientifique a aujourd'hui évolué considérablement par rapport à ce qu'elle était il y a un siècle, un demi-siècle ou même une décennie. La science de l'esprit est beaucoup moins psychophobe, si jamais elle l'est encore, et l'illuminativisme radical, en ce qui concerne la conscience, a perdu la majeure partie du terrain sur lequel il régnait l'autrefois. Les neurosciences modernes sont, dans une grande mesure et de façon importante, non éliminativistes, aussi bien d'un point de vue méthodologique comme d'un point de vue épistémologique. Elles ne nient pas que l'esprit est un objet important et pertinent de l'étude scientifique, et elles ne prétendent pas nécessairement expliquer l'expérience subjective sans faire usage de l'auto-observation. L'image du cerveau que proposent ces neuroscientifiques contemporains est tout aussi éloignée du behaviorisme et du modèle de l'esprit-machine selon lequel l'activité du cerveau est dépeinte sur le modèle de l'entrée-sortie qu'elle est de la notion religieuse de l'âme. La science psychophile prend le terrain. Pour conclure, je suggère que la neuroéthique doit se construire sur les fondements scientifiques et philosophiques sains de ce que l'on peut appeler le matérialisme éclairé. Ce concept, utilisé en origine en chimie par Gaston Bachelard, a été étendu par Jean-Pierre Changeux en neurosciences, dans un modèle du cerveau qui s'oppose à la fois au dualisme et au réductionnisme naïf. Ce modèle se fonde sur l'idée selon laquelle tous les processus cellulaires élémentaires des réseaux du cerveau ont pour base des mécanismes physico-chimiques, et il adopte une conception évolutionniste de la conscience selon laquelle celle-ci est une fonction biologique des activités neuronales, mais il décrit le cerveau comme un système projectif, variable et actif de manière autonome, dans lequel les émotions et les valeurs sont incorporées comme des constraints nécessaires. En raison de la manière dont nos cerveaux aux capacités limitées acquièrent une connaissance sur le monde et sur nous-mêmes, le matérialisme éclairé reconnaît qu'une compréhension adéquate de notre expérience subjective doit prendre en compte à la fois l'information obtenue par l'autoréflexion et les données recueillies lors d'observations physiologiques et lors de mesures physiques. Le matérialisme éclairé sert donc comme une base d'inspiration et comme une base très réaliste, à mon avis, pour la neuroéthique fondamentale. Et je pense qu'avec cette perspective que nous donnent les sciences de l'esprit contemporaines,
il n'y a aucune raison de craindre l'entrée sur la scène philosophique de l'esprit, sur la scène philosophique de l'analyse de notre comportement moral des neurosciences. Et au contraire, je pense qu'il y a aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire humaine, une possibilité pour le cerveau humain de commencer à se comprendre. Et ça, c'est une connaissance qui a pris bien plus longtemps que la connaissance du reste du monde, si je peux le dire ainsi. L'espoir n'est pas seulement de comprendre la nature humaine, l'identité humaine et les fonctionnements sociaux, neuroculturels que nous avons, mais aussi de façon plus controversée de pouvoir influencer notre identité, influencer notre normativité et mieux développer nos structures sociales dans le futur. Mais ça sera le thème pour la prochaine conférence et je vous remercie de votre attention.